Chapitre sur les nombres complexes en terminale S, vidéo sur l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Donc là, on aborde un chapitre très important du cours de terminale qui concerne donc de nouveaux nombres que l'on appelle complexes. L'idéal, c'est de commencer assez tôt dans l'année ce chapitre afin de pouvoir s'habituer à ces nombres progressivement durant l'année, s'habituer aussi à faire des calculs avec ces nombres afin d'acquérir des réflexes de calcul. Ce chapitre est assez long, il y a beaucoup de choses à voir en ce qui concerne les propriétés, qui sont souvent assez proches d'ailleurs des propriétés sur les nombres réels, et on va voir aussi beaucoup d'applications qui permettront de faire de la géométrie en calculant, en passant par les nombres complexes. Introduisons d'abord les nombres complexes en se posant la question comment résoudre l'équation x carré est égal à moins 1. Est-ce qu'il existe un nombre tel que au carré on est moins 1? Eh bien dans R, il n'y a pas de solution. On sait qu'il n'y a pas de nombre réel tel qui au carré donne moins 1. Eh bien pour résoudre ce genre d'équation, on va introduire donc un nouvel ensemble de nombres, celui qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes, que l'on note C comme ça. Et cette équation a une solution que l'on va noter I. Donc I, c'est le nombre qui au carré donne moins 1. I étant un nombre complexe. Un théorème admis, il existe un ensemble noté C, appelé ensemble des nombres complexes, qui a les propriétés suivantes. L'ensemble C contient l'ensemble des réels. Les règles d'addition et de multiplication pour les nombres complexes sont semblables à celles des nombres réels. Et il existe un nombre complexe noté I, tel que I au carré est égal à moins 1. Tout nombre complexe Z s'écrit de manière unique, x plus iy avec x et y, deux nombres réels. Cette formulation du nombre complexe, comme étant un nombre réel plus i multiplié par un nombre réel, est appelée la forme algébrique du nombre complexe Z. On peut, au lieu d'utiliser x et y, on peut très bien utiliser a et b. Où a ou x donc, seront appelés la partie réelle de z, notée RE de z, et petit b, ou y, est la partie imaginaire de z, notée IM de z. Donc vous voyez, il y a tout un nouveau vocabulaire lié au nombre complexe. Donc un vocabulaire aussi spécifique à cette forme algébrique. Exemple, le nombre complexe écrit sous la forme algébrique racine de 2 moins 3i. La partie réelle, c'est racine de 2, et la partie imaginaire, c'est comme si c'était plus i multiplié par moins 3, donc c'est moins 3. Conséquences et vocabulaire, si a, qui est la partie réelle du nombre complexe, est nul, alors z est de la forme i fois b, eh bien c'est ce qu'on appelle un imaginaire pur. Si b, c'est-à-dire la partie imaginaire, est nulle, alors z est égal à a, c'est un nombre réel. Et donc on voit bien qu'il y a les nombres réels dans les nombres complexes. Une propriété, deux nombres complexes sont égaux s'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Z qui est a plus ib et z' qui est a' plus ib', eh bien ces deux nombres sont égaux, équivaut à a est égal à a' et b est égal à b'.
En particulier, donc si z est égal à 0, ça veut dire que a est égal à 0 et b est égal à 0. Donc les règles d'addition et de multiplication sont les mêmes dans C que dans R. Donc quand on va faire des calculs, on va garder les réflexes de l'addition et de la multiplication dans R, mais à la différence que lorsque l'on aura i carré, on va remplacer i carré par moins 1. Donc ça, il faut le garder dans un coin de sa tête, vraiment en avoir conscience, et dès que dans un calcul on tombe sur i carré, on le remplace par moins 1. Exemple, cette identité remarquable, a plus b facteur de a moins b est égal à a carré moins b carré. Si je prends a plus ib facteur de a moins ib, eh bien donc je conserve l'identité remarquable. Le a c'est a et le b en fait c'est ib. Donc j'ai a au carré moins ib au carré. A au carré c'est a au carré. ib au carré c'est ib fois ib. Donc c'est i au carré fois b carré. Et i au carré c'est moins 1. Avec le moins qu'il y a là, ça donne plus. Donc ça, je ne l'oublie pas. C'est pour ça que je vais le garder tout le temps, ici, en haut de la page, pour ne pas l'oublier. On sait ce que c'est que l'inverse d'un nombre réel. Que va être l'inverse d'un nombre complexe? Dans R, l'inverse de x, c'est le nombre réel qui multiplié à x donne 1. Bien. Ici, donc en utilisant cette identité remarquable, on écrit, c'est équivalent à, en divisant par a carré plus b carré des deux côtés, avec a et b non nuls, c'est-à-dire z différent de 0. On a ceci, égale 1. Or, a plus ib, c'est z. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit? Que, eh bien, on a trouvé un nombre qui, multiplié à z, donnait 1. Et ce nombre, c'est l'inverse de z. Donc ici, on a l'écriture, la forme algébrique de l'inverse. Donc pour z différent de 0, on donne la forme algébrique de l'inverse, qui s'écrit 1 sur z, et c'est a moins ib sur a carré plus b carré. Maintenant qu'on a défini l'inverse, on définit le quotient de z' par z comme étant le produit de z' par l'inverse de z, comme dans le cas des réels. Voyons ce qu'on appelle maintenant le conjugué d'un nombre complexe. Donc encore du vocabulaire, de la définition. Donc le conjugué de z sous sa forme algébrique a plus ib se note z bar et vaut a moins ib. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est la partie imaginaire qui change de signe. Voyons cela sur des exemples. Donc z, la partie imaginaire qui change de signe, donc au lieu d'être moins 3, c'est plus 3. Ici, moins 5 n'a pas de partie imaginaire, donc c'est toujours moins 5. Et 3i, c'est la partie imaginaire, puisque la partie réelle c'est 0, comme si c'est 0 plus, donc ça devient moins 3i. Donc on change juste le signe de la partie imaginaire. Et du coup, on peut écrire que l'inverse d'un nombre complexe, c'est égal au conjugué de z sur a carré plus b carré.
quelques propriétés du conjugué. La première, c'est que le conjugué du conjugué, ça redonne z. Hein, l'opposé de la partie imaginaire, on retombe sur la partie imaginaire. Deuxièmement, la somme de z plus z bar, comme les parties imaginaires sont opposées, donc la somme les élimine et il reste que les parties réelles et 2 fois la partie réelle de z. Si on fait la différence z moins z bar, à ce moment-là, les parties réelles qui sont les mêmes, donc s'annulent et il reste 2 fois i, la partie imaginaire. Conséquence, si z est réel, alors ça veut dire que c'est équivalent à dire que la partie imaginaire de z est nulle. En utilisant cette propriété, ça veut dire que z moins z bar est égal à 0, ce qui est équivalent à z est égal à z bar. Z est égal à son conjugué. Donc ça peut être une propriété importante à retenir lorsque l'on veut que z soit réel. Z imaginaire pur, on a le même style de relation, équivaut à partie réelle égale 0. Donc on utilise cette propriété. Donc ça veut dire que z plus z bar est égal à 0. Donc ceci sera une bonne traduction de z imaginaire pur. Donc ça, il faut le garder en mémoire. Si vous faites une fiche, il faut le marquer sur votre fiche. Autre propriété, propriété de distribution du conjugué pour toutes les opérations. Pour la somme, le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Ainsi, le conjugué de z puissance n, n'oubliez pas que z puissance un nombre entier, c'est en fait un produit. Donc, vu qu'on peut distribuer, alors ça donne le conjugué de z puissance n. Le conjugué de l'inverse de z, c'est l'inverse du conjugué. Et le conjugué du quotient, c'est le quotient des conjugués. Donc, le conjugué se distribue pour toutes les opérations. Et on arrive à une relation importante. Si on fait z fois z bar, c'est donc a plus ib facteur de a moins ib. Et on a vu tout à l'heure que ceci, c'était a carré plus b carré. Donc ça aussi, c'est à retenir. À mettre sur votre fiche de cours. Ainsi, l'inverse de z s'écrit z bar sur zz bar. Bien, ça paraît évident quand on le voit comme ça, puisque pour repasser de là à là, on peut simplifier par z bar, et on obtient 1 sur z. De là à là, on a multiplié en haut et en bas par z bar. C'est bien ce qu'on avait, z bar sur a carré plus b carré. Zz bar, c'est a carré plus b carré. Maintenant, voyons les équations de second degré à coefficient réel. Du style a z carré plus bz plus c égale 0, avec z complexe. On a vu donc en première le cas réel, où on faisait le delta, le discriminant, et on avait un cas, c'est-à-dire quand delta est négatif, où on n'avait pas de solution. Eh bien en fait, on va voir maintenant que l'on peut trouver des solutions, mais ces solutions seront des nombres complexes. Donc on calcule le delta de la même façon. Donc quelle que soit la valeur de delta, positif ou négatif, on a deux solutions de l'équation, deux racines.
qui sont de la forme comme dans le cas réel, c'est-à-dire moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Sauf que ici, la racine, ça va être la racine carrée complexe, qui va être la racine carrée pour les réels si delta est positif ou nul, et sinon si delta est négatif, ça sera la racine carrée complexe, c'est-à-dire le nombre complexe qui au carré donnera delta. Donc ici, ça, le symbole racine carrée, celui-là on le garde que pour les réels positifs. Donc c'est pour ça que ici j'applique racine de qui est, je considère, donc c'est une racine complexe, je rappelle, c'est le nombre complexe qui au carré va donner delta. Par exemple, racine de moins 1, c'est i, parce que i au carré donne moins 1. Racine de 5, c'est le racine carré que l'on connaît de 5, puisque 5 est réel. Racine carrée de moins 5, ça va être i racine de 5, parce que au carré, ça fait i au carré multiplié par racine de 5 au carré, ce qui nous donne 5 fois moins 1, c'est-à-dire moins 5. Le cas particulier où delta est égal à 0, alors la racine carrée de delta, c'est 0. Et à ce moment-là, les deux solutions sont confondues et valent moins b sur 2a. Dans les autres cas, si delta est positif, alors la racine complexe, c'est en fait la racine carrée réelle. Donc on va écrire ceci. On retrouve le résultat que l'on avait vu en première. Si delta est négatif, par exemple delta est égal à moins 3, alors tout de suite on pense que moins delta c'est 3, et la racine complexe de delta, on va pouvoir l'écrire. On sait forcément qu'il va intervenir un i, ça va être un imaginaire pur, donc ça va être i racine de 3. En fait, i racine de moins delta, puisque delta est négatif. Donc on va pouvoir écrire les solutions moins b plus ou moins i racine de moins delta sur 2a. Là, ici, c'est racine carrée, puisque moins delta est un nombre positif. Donc je peux écrire le racine carrée des réels. Donc en général, si delta est négatif, alors la racine complexe de delta est égale à i racine carrée réelle de moins delta. Et donc on a ceci comme écriture. Des racines, des solutions complexes. Il est important de remarquer que les solutions complexes, Z1 et Z2, eh bien, il y a une chose remarquable, c'est que l'une est le conjugué de l'autre. Donc, si Z1 est le conjugué de Z2, ben Z2 est le conjugué de Z1 aussi. En effet, on le voit ici. Qu'est-ce qui change? C'est le signe de la partie imaginaire. Donc, l'une est le conjugué de l'autre. Propriété. Dans R, dans les réels, on ne pouvait pas, à chaque fois, factoriser ce polynôme de second degré. On ne pouvait pas quand le delta était négatif. Alors que maintenant, quelle que soit la valeur de delta, on a deux racines, donc on peut factoriser en écrivant que le polynôme est égal à a. Alors ça, il ne faut pas l'oublier, a c'est le coefficient devant le z carré, donc c'est a facteur de z moins z1,
la première solution, facteur de z moins z2. Donc la factorisation est la même que dans le cas réel, alors à la différence près que là, c'est toujours possible. Comment va-t-on pouvoir représenter sur un plan les nombres complexes? Eh bien, on va munir le plan d'un repère orthonormé, OUV. Un point M a pour coordonnées dans ce plan X et Y. On va dire qu'au point M de coordonnées XY correspond une affixe, et l'affixe, ça va être le nombre complexe x plus i, y. Donc à un point M correspond une affixe x plus i, y, où x et y sont les coordonnées de M. Du coup, le vecteur u a pour affixe 1 et le vecteur v a pour affixe i. Par exemple, le point de coordonnées 2, 3 a pour affixe le nombre complexe 2 plus 3i. Ici, on a l'axe des imaginaires purs. Un point sur cet axe, par exemple 2i. Ici, on a l'axe des réels. Ici, on a représenté un point M d'affixe 4 réel. Donc, on retient que l'affixe du point M, c'est un nombre complexe et sa forme algébrique, donc c'est x plus y, où x et y sont les coordonnées du point M dans le repère OUV. L'affixe du point M, on peut aussi le noter Z indice M. Si on prend un point M ici de coordonnées xy, le symétrique par rapport à l'axe des réels, c'est un point M' d'affixe le conjugué Z bar. En effet, ici on a la partie imaginaire du nombre complexe. Si on prend le symétrique, la partie imaginaire est l'opposé. Donc on a une représentation géométrique du conjugué. C'est le symétrique par rapport à l'axe des réels. Maintenant, un point M de coordonnées xy qui a pour affixe x plus y, le vecteur OM a aussi pour affixe, comme il a pour coordonnées x et y, il a aussi pour affixe x plus i, y. Cas général, un vecteur W de coordonnées A, B a pour affixe A plus IB. Un vecteur Mn d'origine M et de fin N, mais ce vecteur Mn a pour affixe tout simplement Zn moins Zm. Extrémité moins origine. Zm moins Zm, où Zn et Zm sont des nombres complexes. On faisait pareil pour calculer les coordonnées. Fin moins origine. Et là, c'est pareil. Mais du coup, on n'a qu'une différence. Alors que pour les coordonnées, on avait deux nombres, deux coordonnées. Ici, la démonstration. Voilà avec les coordonnées. Si on a les coordonnées ici, on peut l'écrire. On peut écrire l'affixe du vecteur. Et donc, en modifiant la forme, on tombe sur notre propriété. Exemple.
soit A et B d'affixes respectifs 2 moins 3i et moins 1 plus 2i. Alors l'affixe du vecteur AB, c'est ZB, l'affixe de B moins l'affixe de A, c'est-à-dire ceci moins ceci. Si on fait le calcul, ça fait moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et 2i moins 3i, ça fait 2i plus 3i, ça fait plus 5i. Donc moins 3 plus 5i, c'est l'affixe du vecteur AB. Propriété de calcul sur les affixes. Si on a deux vecteurs W et W', d'affixes Z et Z', W, le vecteur W est égal au vecteur W', équivaut à leurs affixes sont égales. C'est évident si on traduit en coordonnées. Alors, les coordonnées seraient égales. Donc, du coup, si les coordonnées sont égales, forcément les affixes sont égales. Et inversement. La somme, eh bien, c'est la somme des affixes. Si on multiplie le vecteur par un réel, alors son affixe, c'est l'affixe de W multiplié par ce réel. L'affixe du milieu d'un segment. Vu que les affixes sont liés à des vecteurs, donc on va caractériser le milieu par rapport à des vecteurs. Donc ici on a une relation vectorielle qui caractérise le milieu. 2 vecteur AI est égal à vecteur AB. On traduit ceci, donc c'est équivalent avec les nombres complexes. AI a pour affixe ZI moins ZA. Donc, et AB c'est ZB moins ZA. Donc on a cette relation. On développe, donc on a cette relation. On isole ZI, ce qui nous donne ZI est égal à ZA plus ZB sur 2, ce qui est la moyenne des affixes. C'est pareil que ce que l'on faisait avec les coordonnées. On faisait la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Et bien là, c'est directement la moyenne des affixes. Bien. Dans un repère orthonormé, on a une notion de distance. Donc maintenant, on va parler de distance. Le module, ici, un point M, d'affixe Z, eh bien, le module de Z, ça va être la distance de O, l'origine du repère, à M, ici. Évidemment, c'est un repère orthonormé, donc ici on a un angle droit, ici aussi c'est un rectangle, ici. Donc là c'est un triangle rectangle, et donc on peut utiliser Pythagore, et on a que le module de Z est égal à racine de x carré plus y carré. Ou encore que le module de Z au carré, ou encore que le module de Z au carré est égal à x au carré plus y carré, ou encore que le module de Z au carré est égal avec le conjugué à Z, Z bar. Encore une relation importante ici. On a parlé de distance, donc ici on a aussi un angle. Bien. Eh bien, on va parler l'argument de Z est une mesure en radians de l'angle orienté UOM. Argument de Z noté comme ceci est égal à l'angle orienté UOM est égal à delta. Delta modulo de pi. C'est-à-dire plus de kpi. Quelques propriétés du module et de l'argument. Donc avec Z non nul. Vu que Z bar, le conjugué, c'est le symétrique par rapport à l'axe des réels, alors l'argument, c'est l'opposé. L'argument de Z bar est égal à moins l'argument de Z.
le module de z est égal au module de z bar. La distance ici est égale à celle-ci. Et c'est égal aussi, si on prend le symétrique par rapport à O, au module de moins z. À ce moment-là, on voit que le module se comporte, quand il y a un moins, comme une valeur absolue. On a aussi donc le résultat que l'on a obtenu au début avec le conjugué. L'argument de z bar c'est égal à moins l'argument de z. Et quant au symétrique par rapport à O, l'argument de moins z, c'est en fait l'argument de z plus pi. Voyons, alors, z réel signifie que le nombre complexe est situé sur l'axe des réels, ici. Et en effet, si le point est là, alors l'argument, c'est-à-dire l'angle, est de 0. S'il est ici, alors l'angle est de pi. Donc voilà le résultat. Rien de compliqué. Imaginaire pur, ça veut dire que le point est sur l'axe des imaginaires purs, ici, ou ici. S'il est ici, ça fait un angle de pi sur 2, modulo de pi, ou de moins pi sur 2, s'il est de ce côté. Donc ne pas oublier qu'à chaque fois, ça se traduit par deux angles possibles, deux arguments. Module, argument et opération. Donc si z et z' sont non nuls, alors on a distribution du module pour le produit. Le module du produit est égal au produit des modules. Ainsi, le module de z puissance n est égal à module de z puissance n, et le module du quotient est égal au quotient des modules. Donc on retient bien ceci, et que ceci, puisque le module de la somme, il n'y a pas distribution du module pour la somme. Pour la somme, on obtient l'inégalité triangulaire qui est celle-ci. C'est-à-dire le module de z plus z' est inférieur ou égal à module de z plus module de z'. En effet, donc si on revient au vecteur, ici il y a le vecteur w de module d'affixe z et w' d'affixe z', donc la somme est d'affixe z plus z'. On retrouve w' ici, et les modules de ces affixes, c'est en fait les distances ici, dans le triangle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, que ce chemin est plus court que ce chemin. Mais c'est évident, puisque là, on fait un détour. Voilà exprimé en langage mathématique la constatation simple que le chemin le plus court est en ligne droite. Qu'en est-il de l'argument et de ses propriétés? Eh bien, l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Du coup, l'argument de z puissance n, c'est égal à n argument de z, et l'argument du quotient, c'est l'argument de la différence. C'est la différence des arguments, pardon. Donc, on a ici une propriété. Pour le module, on a une propriété. Eh bien, ces deux propriétés, on les retrouvera plus facilement quand on verra plus loin la notation exponentielle. Qu'est-ce qu'on appelle forme trigonométrique d'un nombre complexe pour z non nul? Eh bien, regardons. Mz, donc ici on a le module, là l'argument, donc ici un triangle rectangle, donc là c'est, ici c'est z cosinus θ,
et là c'est z sinus θ. Ainsi, on peut écrire que z est égal à module de z cosinus θ plus i z sinus θ. En mettant en facteur le module de z, on obtient cette relation en fonction du module et de l'argument. Et ceci, c'est la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Propriété, deux nombres complexes sont égaux équivaut à dire que les modules sont égaux et les arguments sont égaux. Comme dans le cas de la forme algébrique où on disait que les parties réelles étaient égales et les parties imaginaires aussi, eh bien là, c'est pareil avec le module et les arguments. Module et argument de l'affixe d'un vecteur. Donc ici, un vecteur avec affixe z. Le module de z, c'est en fait la norme du vecteur, la distance, la longueur du vecteur ici. Et l'argument de z, ça va être l'angle orienté u du repère UV au UV, donc l'angle UW. Pour un vecteur AB, donc son module, l'affixe c'est ZB moins ZA, le module de Z c'est le module de ZB moins ZA, c'est la longueur AB, c'est la norme du vecteur AB. Donc ça, c'est à retenir, que la longueur entre deux points, c'est le module de ZB moins ZA. Ou ZA moins ZB d'ailleurs. Et l'argument de Z, ici, c'est l'angle orienté UAB, c'est-à-dire l'argument de ZB moins ZA. Voilà une relation, encore, qu'il faut retenir. Elle est importante. On peut noter autrement les affixes, au lieu de mettre ZB moins ZA, pour A, on va noter l'affixe de A petit a, et pour le point B, on va noter l'affixe de grand B petit b. Voilà. Donc du coup, l'affixe du vecteur AB, c'est B moins A. Et on a la relation, le module de B moins A est égal à la longueur AB. Pareil, l'argument de B moins A, ça va être l'angle orienté U vecteur AB. Donc ces deux relations sont à retenir. Conséquence pratique, la longueur CD sur la longueur AB. Donc on pense, il faut penser au vecteur. Quand on voit longueur, on pense à norme de vecteur, donc à module de l'affixe du vecteur, CD, c'est-à-dire le module de D-C. Et là, c'est module de B-A. Ce qui donne le quotient des modules, c'est en fait le module du quotient, donc c'est module de D-C sur B-A. Pour cet angle, ABCD, l'angle orienté ABCD, eh bien, c'est l'argument de D-C sur B-A. En effet, l'angle ABCD, c'est en fait l'angle ABU plus UCD, ça s'échale, ce qui nous donne ceci, c'est l'argument de, ça c'est l'argument de D-C, moins, pourquoi je dis moins? Parce qu'en fait c'est moins UAB, donc moins l'argument de B-A. Et la différence des arguments, c'est en fait l'argument du quotient. Donc voilà, on a quelque chose d'intéressant ici, ça et ça.
Donc regardez ce quotient ici, d-c sur b-a. On a le module de ce nombre complexe qui est CD sur AB, et l'argument de ce nombre complexe, c'est l'angle ABCD. Pourquoi j'insiste? Parce que si on a dans un exercice donc un quotient comme ça de nombres complexes, il faut penser tout de suite à, si on a en plus l'argument donc à un angle orienté, et si on a le module à un quotient de distance. La notation exponentielle. Eh bien, c'est tout simple. Si on note exponentielle de iθ cosinus θ plus i sinus θ, alors, regardez, ici, on avait la forme trigonométrique. Donc si ça, c'est eiθ, alors la forme trigonométrique devient norme module de z, eiθ. Donc tout nombre complexe s'écrit R, le module du nombre complexe, c'est-à-dire un nombre réel, multiplié par E, I, θ. Iθ étant en exposant ici. Alors pourquoi on a choisi cette notation? Pourquoi une notation sous forme de puissance? Ben parce que, en fait, le EIθ va avoir les propriétés des puissances. Ainsi, voyons des propriétés. Donc, si R est différent de 0 et R' est différent de 0, c'est-à-dire Z différent de 0, alors deux nombres complexes sont égaux si le module est égal et si θ, l'argument, est le même. Ça, on le savait déjà, mais on le retrouve dans le cas de l'écriture complexe. Propriété donc de calcul, je disais, identique à l'exponentielle, et donc aux puissances. E exposant, donc ici, le produit de deux exponentielles, ça donne l'exponentielle de la somme. Donc l'exponentielle puissance n, c'est exponentielle inθ. L'inverse de l'exponentielle, c'est e moins iθ. Et le quotient de l'exponentielle, c'est e i θ moins θ'. Et du coup, maintenant, on retrouve aisément les propriétés sur les modules et les arguments en effectuant z, z bar, z, z', le produit z, z', en utilisant la forme trigonométrique, on obtient r eiθ multiplié par r' eiθ'. Donc on a r fois r' et eiθ fois eiθ' qui est en fait eiθ plus θ'. Ainsi, le module de z, z', c'est r, r'. Ce qui veut dire que le module du produit est le produit des modules. Et que l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Donc, on retrouve les propriétés qu'on avait vues tout à l'heure, mais grâce à la forme exponentielle, on peut les retrouver sans trop forcer, juste par propriété de l'exponentielle. Et du coup, on retrouve tout le reste. Voilà le chapitre
sur les nombres complexes, la première vidéo sur le cours terminée. Rendez-vous à la seconde vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction où on verra beaucoup d'applications concernant les nombres complexes.